Alors, le thème de la sécurité, il est occasionnel, il est d'occasion, il est conjoncturel, en plusieurs sens. D'abord, il a eu son occasion, je dirais, dans la conjoncture politique française récente, qui s'est polarisée, comme vous le savez, sur le problème de l'insécurité et sur sa mise en scène, on va dire, présidentielle. Également, il a son occasion dans la conjoncture internationale, celle du terrorisme, celle de l'explosion des technologies du renseignement et de la surveillance, autrement dit, celle du contrôle des flux migratoires de population et de manière d'assurer en quelque sorte le gouvernement ou la gouvernance, je ne sais pas, ou la gouvernementalité, on verra comment il faut dire. En général, il s'agit de la surveillance des flux de population. Je vous renvoie sur ce point, à titre d'introduction, au recueil publié par l'ONFI, Organisation non philosophique internationale, excusez du peu, petit livre rouge mais très peu maoïste, qui s'appelle Fabrique de l'insécurité, qui a été fait à l'initiative de Christelle Fourlon, qui est membre de l'ONFI, et qui a été publié donc à l'Harmattan dans la collection que je dirige avec Gilles Grelet, Nous, les sans-philosophie. Alors, cette conjoncture historique a déclenché, par contre, une action théorique plus vaste. Elle a été elle-même dépassée ou intégrée dans une réflexion de type politique plus fondamental. En particulier, mais pas seulement dans l'introduction que j'ai faite à ce recueil et qui donne son titre à ce séminaire. Alors, dans ce titre du séminaire, ce qui compte, de mon point de vue, c'est la seconde partie de l'énoncé, la défense générique de l'homme, qui, elle, n'est pas occasionnelle. La défense générique de l'homme, défense générique de l'homme, c'est notre objet et peut-être l'un des objectifs principaux de cette forme de cette entreprise de pensée que j'appelle la non-philosophie, à laquelle je donnerai d'ailleurs d'autres noms au cours de l'exposé. Dans cette introduction, je proposais de tourner les moyens de la sécurisation généralisée, prise contre les populations, mais moyens de sécurisation qui peuvent porter sur les biens, sur les moyens de communication, sur tous les messages possibles, sur tous les énoncés possibles. Après tout, il s'agit de les sécuriser. Même la philosophie, d'une certaine manière, vous voyez Descartes, il s'agit de la sécuriser, etc. La sécurité a donné lieu en quelque sorte à des technologies de sécurisation qui se sont développées considérablement et qui concernent tous les moyens de mettre au secret ou de conserver le secret des échanges. Alors, j'ai proposé de tourner ces moyens pris contre les populations en moyens de défense de ces populations, modifiant ainsi leur usage et leur orientation. Cet objectif est politique. Alors, en quel sens du terme, on le définira peu à peu. Mais ce que j'appelle la non-philosophie est-elle capable de produire une théorie de l'action, de la pratique, de type politique? Ou bien la fuit-elle par impuissance et idéalisme? On m'a souvent reproché de retarder tout discours un peu théorique sur le ou la politique et de différer, en quelque sorte, cette prise de position, entre guillemets. Je désirais auparavant mettre à peu près définitivement au point l'appareil conceptuel nécessaire, la problématique pour en traiter de ce problème, en traiter à bon escient. En réalité, on peut déjà lire l'ensemble de mes postulats d'ordre politique. On peut les lire en transparence pour l'essentiel dans la problématique la plus théorique que j'ai élaborée. Il suffit, d'ailleurs, je vais le faire voir tout à l'heure, il suffit de lire littéralement le terme de non-philosophie ou celui de non-politique
et dans un certain ordre, d'abord dans l'ordre non politique, mais l'ordre inverse, politique du non, et voir comment ces deux choses s'organisent entre elles. Comment jouer d'un nom qui s'adresse à la philosophie, d'un nom premier qui se met avant le mode même de philosophie, alors que la philosophie est toujours titulaire de la priorité, comme vous savez, non seulement comme philosophie première, mais pour beaucoup d'autres raisons. Alors, comment peut-on commencer par un nom, et que veut dire commencer, d'ailleurs, pour nous, par un nom? Ce nom, il faut inventer de quoi le remplir, avec quelque chose qui ne soit plus spécialement philosophique. Justement, ce que j'appellerais, à mes risques et périls, je reconnais à beaucoup de risques et de périls, mais enfin, il faut essayer, ce que je vais appeler une science, mais une science de la philosophie. D'une certaine manière, c'est aussi en refusant de décrire d'entrée de jeu ou de définir la non-philosophie que j'en expliquerai le ressort. Alors, je pose une équation, conductrice pour moi. Défense de l'homme égale science du pouvoir philosophique. Défense de l'homme égale science du pouvoir philosophique. La clé de cette équation réside dans le terme de générique, que je n'ai pas utilisé là, j'aurais dû dire science générique du pouvoir philosophique, dont je dirai bientôt quelques mots et que je ne comprends pas tout à fait au sens d'Alain Badiou. Il s'agit d'une science du politique, d'un certain pouvoir qui est celui qui appartient en propre à la philosophie. Le projet d'une science du politique n'est pas nouveau, évidemment, sauf pour deux raisons. La première, il est relativement nouveau par la restriction ici du pouvoir à celui de la philosophie. Nous admettrons en effet qu'il y a un nouveau problème émergent dont les philosophes en réalité n'ont pas beaucoup, pas du tout traité, qui est celui du pouvoir spécifique de la philosophie, qui me paraît d'une certaine manière au moins aussi important, sinon plus important, que de définir les pouvoirs par leur support plus ou moins empirique, plus ou moins antique, voire par l'être du pouvoir. Les philosophies politiques s'occupent des étangs politiques, des objets globaux ou spécifiques, voire partiels, comme chez Deleuze et Foucault, ou encore de l'être politique comme tel. C'est-à-dire que les philosophies politiques ont des objets macro-politiques, de gros objets comme l'État, les institutions. Elles ont des objets micro-politiques, comme les objets partiels de Deleuze. Quand je dis que la philosophie, le pouvoir philosophique, c'est notre objet, d'une certaine manière, je pose qu'il y a un objet omnipolitique, qui est la philosophie. Et évidemment, omnipolitique, il y aura beaucoup de nuances à apporter à ce terme. En tout cas, l'omnipolitique, ça n'est ni le macro ni le micro-politique. Nous posons aux politiques, au fond, ici, une question de type spinoziste. Que peut la philosophie? Que peut? Quel est son pouvoir? Quel est son pouvoir propre? En général, nous ne savons pas encore ce que peut la philosophie. Nous l'utilisons constamment, nous philosophons constamment, du moins je le suppose, mais nous faisons fonctionner l'appareil philosophique à coup de décisions sans nous interroger sur son pouvoir. Nous exerçons ce pouvoir. Nous sommes comme des législateurs de la raison, comme dit Kant. Nous sommes comme des politiques, dans un sens très large, de la philosophie, mais nous n'avons pas, je crois, pas souvent réfléchi sur ce qu'il y a de proprement politique, alors en quel sens, ou de pouvoir dans l'exercice même de la philosophie. C'est-à-dire, nous devons réduire, si c'est possible, la philosophie à l'état d'objet. Ce qui ne va pas aller sans poser de redoutables problèmes, comme vous vous en doutez, car la philosophie supporte mal d'être réduite à l'état d'objet. Elle veut bien réduire, elle, à l'état d'objet, quantité de choses, mais de là à être réduite elle-même, c'est une autre affaire. La seconde raison
et qu'il s'agit d'une science, si c'est une science, à double impact ou double visée. D'une part, elle programme la théorie d'un certain pouvoir restreint à celui de la philosophie, et en même temps, dans le même geste immanent, elle programme, dans le même geste immanent que son explication ou sa théorie, elle effectue une certaine transformation de ce pouvoir, de la philosophie. C'est donc une discipline avec un fort contenu théorique, je ne le cache pas, même si pour l'instant ça n'est pas encore apparu beaucoup. C'est entre guillemets une science, mais pas une science positive, puisque son objet est le pouvoir philosophique et que le sujet de cette science se défend ou lutte par son élaboration théorique, au cœur même de son élaboration théorique. Elle conjugue donc une certaine rigueur dans les procédures d'identification et de traitement de son objet, et par ailleurs, le sujet de cette science est intéressé à cette science. Son objet ne lui est pas indifférent. Le sujet, en quelque sorte, est impliqué par et dans l'objet philosophique. Alors, elle est théorique, et même extrêmement théorique. Ce sera quelque chose, d'ailleurs, je ne le cache pas, comme un formalisme conceptuel. Je dis bien un formalisme conceptuel. Mais, dans cette mesure, il sera pratique. Bon. Il ne s'agit pas de description des relations de pouvoir à la manière de Foucault, encore que chez Foucault, cette description des relations de pouvoir implique continuellement une certaine transformation de ce pouvoir, mais une certaine transformation seulement. Pour résumer ces premières indications, on dira que cette science générique du pouvoir philosophique, elle relève d'une posture, et je distingue posture de la position philosophique. Ce n'est pas une position philosophique, ça ne peut pas être une position philosophique, et elle se distingue d'un dispositif scientifique, ni position, ni dispositif. Quelquefois, je dis position non philosophique, bon, pour aller vite, ou dispositif générique, mais le bon terme, il faudrait dire une posture, pour distinguer vraiment cette... Est-ce une prise de position? Eh bien non, justement, pas une prise de position, ni une prise de parti. Pas une position philosophique, c'est ce que je vais appeler une posture, et quand je définirai le générique, et quand je définirai l'objet, et surtout la pratique de cette théorie du pouvoir philosophique, eh bien, j'essaierai de la caractériser justement comme posture. Alors, en simplifiant beaucoup, puisque là c'est une présentation, ce que je vais appeler le générique, et qui est un peu la clé, je dois dire ici, de toute l'affaire, c'est un facteur, peut-être un facteur égal X, on le précisera plus tard, c'est un facteur inclus dans tout savoir se rapportant à l'homme et au sujet, et plus exactement à la distinction de l'homme et du sujet. Donc je ne définis pas le générique par la production quadripartite, vous voyez à la Badiou, par la production de vérité. Le générique, ici, c'est une constante indépassable et fondatrice, entre guillemets, parce que le terme n'est pas bon, fondatrice, c'est trop métaphysique, indépassable et fondatrice, ça n'est pas un objet quelconque de la théorie du pouvoir philosophique, ce n'est pas un objet parmi d'autres, ou un thème parmi d'autres, c'est un facteur qui se révélera être humain, entre guillemets, un facteur de stabilité, d'universalité et d'accessibilité à un sujet de l'objet philosophique. Car le problème sera de rendre l'objet philosophie, l'objet pouvoir de la philosophie, de le rendre accessible à un sujet. Les philosophes font comme si c'était évident, nous commençons par faire comme si ce n'était pas du tout évident. Ce facteur ou cette constante, on doit en tenir compte
Il a le pouvoir d'ouvrir un nouvel espace de la pensée, de lui donner un nouvel objet, ou de déplacer tous les problèmes classiquement philosophiques hors de l'espace philosophique. Je dis bien déplacer tous les problèmes classiquement philosophiques hors de l'espace philosophique. C'est son accessibilité et son universalité non philosophique, justement. Alors, le générique tel que je vais l'entendre, il a deux aspects. Il a deux aspects. C'est une manière de le prendre où on voit qu'il a deux aspects. Le premier aspect, c'est celui d'une constante de type scientifique. De type scientifique. Une constante de type scientifique. Stable, incompressible et nécessaire. Telle qu'elle est incluse dans le savoir de l'objet qui nous intéresse, c'est-à-dire du pouvoir philosophique, ou de la science du pouvoir philosophique. Je ne sais si les sciences avancent à coup de nouveaux paradigmes, cela me paraît bien sociologique, mais sur le plan purement théorique, qui seul nous intéresse, elles mutent à coup de nouvelles constantes. Lumière, quantum d'action, réel dans la psychanalyse, le réel chez Lacan, par exemple dans la psychanalyse, c'est comme une constante qui modifie ou qui fait apparaître le champ de la psychanalyse comme champ scientifique. Et puis on pourrait chercher chez d'autres auteurs l'apparition de constantes. Même chez un auteur dont je parlerai tout à l'heure, ce sera la première fois que j'en parle, René Girard, même chez lui, il y a au fond définition d'une constante pour tous les savoirs relatifs aux sciences humaines, enfin tous les types de sciences humaines. Cette constante, c'est ce qu'il appelle le désir mimétique. Voilà. Bon, on en dira peut-être quelques mots plus tard. Mais chez lui, ça fonctionne comme une constante. Alors, le générique a aussi un second aspect, mais celui-là est plus philosophique. L'autre était plutôt scientifique, celui-là est plutôt philosophique. C'est-à-dire, cette constante stable, par définition scientifique, est munie d'un côté ou d'une fonction d'auto-implication, donc non stable, d'auto-implication. À savoir que cette constante, elle relève elle-même d'une certaine manière du pouvoir philosophique, mais d'une certaine manière. On dirait presque à la manière classiquement philosophique, enfin classiquement à la manière de la philosophie moderne et contemporaine, qu'elle a un aspect d'auto-affection. Mais cet aspect d'auto-affection est compatible avec l'aspect de constante. J'expliquerai cette constante d'une auto-affection, cette compatibilité sous un terme unique, dernière instance. La dernière instance, c'est la constante qui a un aspect d'auto-affection ou qui est capable d'être une constante pour une science d'objets qui ont une structure d'auto-affection, comme est la philosophie. Il faut savoir que la philosophie s'affecte elle-même. C'est facile à voir que la philosophie s'affecte elle-même, tout simplement par la formule de Heidegger célèbre, il y va dans le sens d'être, il y va de l'être en général. Dans un mode d'être, il y va de l'être en général. Ou encore, seule la philosophie peut parler de la philosophie. Ça veut dire que la philosophie s'auto-affecte, qu'elle est maîtresse d'elle-même. Seul le philosophe peut parler intelligemment de la philosophie. Évidemment, il y a des tas de gens qui parlent de la philosophie inintelligemment, comme non-philosophes. Leur discours est relativement invalidé, en tout cas pour les philosophes. Donc voilà, une constante donc scientifique en tant qu'elle est stable, incompressible, irréductible, nécessaire, mais en même temps, c'est la constante d'une auto-affection. Alors ça, il faut faire très attention.
il y a des choses auxquelles il ne faut pas, avec quoi il ne faut pas confondre cette dernière instance, cette constante. Il ne peut pas s'agir d'une simple auto-affection de conscience de soi. Chez beaucoup de philosophes, à partir de Kant surtout, mais déjà Leibniz, puis Kant, puis ensuite la suite évidemment, il y a le problème d'une auto-affection du sujet. À savoir que il y a une conscience de soi sous la forme d'une subjectivité, d'un ego parfois, ou d'une ipséité. Alors, cette auto-affection est soit pleine d'une certaine manière, comme dans le cogito cartésien, soit, comme dirait Deleuze, et c'est un progrès dans le postmoderne, si je puis dire, soit un cogito fêlé, c'est-à-dire que l'auto-affection de l'ego, au lieu d'être pleine, ou l'ego, au lieu d'être plein comme un œuf, dit Deleuze, cet œuf est fêlé. Hein, le cogito est fêlé. Il y a une ouverture quelque part, il y a une fuite, ou une ligne de fuite quelque part. Bon. Et puis il y a un troisième état de la subjectivité, voire de la conscience de soi, mais ça c'est beaucoup plus discutable. C'est chez Michel Henry, l'ego, dit transcendantal, est défini comme auto-affection, c'est-à-dire auto-affection, auto-affectivité. Il est défini de manière radicalement immanente. Alors là, attention, justement, il n'y a plus de fêlure dans l'ego transcendantal, évidemment, puisqu'il est vraiment radicalement immanent et d'une certaine manière, je dirais presque clos sur soi, presque fermé sur soi, sans du tout que ce soit le cogito. Mais chez Michel Henry, on a une solution extrême dans la recherche de l'immanence, mais qui n'est pas une immanence de conscience de soi. Voilà, alors ça n'est ni quelque chose comme la conscience de soi, ni comme la conscience d'objet. Vous savez que un des problèmes qui existent chez Kant et qui a donné lieu ensuite à beaucoup de variations chez les successeurs de Kant, c'est que la conscience de soi, elle ne se connaît vraiment que si elle accepte de passer par la conscience d'objet. Seul l'objet peut donner une consistance, une objectivité et faire que ce soit un objet de connaissance à la conscience de soi. La conscience de soi est fluente, elle est labile, elle s'évapore en quelque sorte, elle se dissout. Seule la conscience d'objet, si la conscience de soi est en même temps conscience d'objet, vous voyez Hegel, alors là, ça devient, si je puis dire, du solide. Eh bien, ça n'est pas non plus la conscience d'objet, car la dernière instance n'a rien d'une conscience. Cette constante d'auto-affection, elle n'a rien d'une conscience de soi, ni d'une conscience d'objet. Ça n'est ni un soi, ni un ego, donc ce n'est pas une subjectivité. La dernière instance n'est pas une subjectivité, elle exclut même le sujet d'une certaine manière, et ce n'est pas un objet, ce n'est pas un objet de conscience, ce n'est pas un objet connu par une conscience. Il y aura un problème de connaissance ou de théorie de la dernière instance, évidemment. Et ce problème sera extrêmement difficile et compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que la dernière instance, dire cette constante générique, le générique, ne peut pas être l'objet soit de la philosophie, à la manière classique, comme philosophie d'une conscience de soi, soit à la manière plus idéaliste, conscience d'objet. Alors, faut-il dire science générique ou philosophie générique en ce qui concerne cette science du pouvoir? Eh bien, je préfère science générique, parce que je suis sûr ainsi de ne pas perdre la science, comme on risque de la perdre lorsqu'on annonce qu'il y a de la philosophie quelque part. Lorsqu'on annonce qu'on veut forger ou fonder une discipline qui est à voir avec la philosophie ou qui s'occupe de philosophie, on a toutes les chances pour penser spontanément, on a toutes les chances pour oublier la science, l'aspect scientifique, et pour penser que c'est une nouvelle philosophie. Bon,
On sait d'ailleurs comment la philosophie résout le problème de son rapport à la science, en général par une domination épistémologique, ou bien par une philosophie de la science, selon divers rapports possibles. En revanche, si je dis science générique plutôt donc que philosophie générique, le terme de générique garantit une certaine présence de la philosophie. Parce que vous savez que le thème du générique, c'est pas vraiment un concept scientifique, le générique, ou alors peut-être dans la biologie, à partir des genres, mais bon, c'est peut-être pas très intéressant cela. C'est pas un concept scientifique, c'est plutôt un concept philosophique. Évidemment, il y a deux grands philosophes du générique, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres. C'est Feuerbach, l'homme générique. L'homme générique, c'est celui qui a comme objet de sa propre conscience, comme objet de sa conscience, sa propre essence. C'est-à-dire qu'il a comme objet son genre, son propre genre, humain et sensible. Vous voyez que le genre, donc, est défini par une strate de réalité qui n'est pas tellement idéalisée ou pas tellement eidétique, qui est plutôt le genre, qui est une sous-totalité, et puis l'empirique. Entre le genre et l'empirique, il y a quelque chose, cette unité-là, ce niveau-là, cette strate, on va l'appeler le générique. Ça, pour Feuerbach. Mais Feuerbach, comme vous savez, est un anti-hegelien. Il a voulu renverser Hegel, l'idée, il a voulu renverser le pouvoir de l'idée en pouvoir plutôt du générique. Donc l'homme générique, comme remplaçant, substitut de l'idée hegelienne. Et puis il y a un second philosophe, dont j'ai déjà prononcé le nom, Alain Badiou, chez les contemporains, qui parle du générique en réservant, je pense, le terme de générique essentiellement aux quatre formes de savoir capables de produire des vérités. Et ce concept de générique, évidemment, je vais m'en distinguer parce que ici, le concept de générique, ça va être un concept que je dirais complexe, parce que justement, il est à la fois, comment est-ce possible, à la fois scientifique et philosophique. Je dis tout de suite que mon problème, c'est de retrouver, de réactiver une idée qui affleure dans l'histoire de la philosophie, une idée qui n'est pas très philosophique finalement, mais qui affleure dans la philosophie, qui est il faut essayer de penser l'identité ou l'unité, tout dépend là du système de référence qu'on utilise, l'identité ou l'unité en tout cas de la science et de la philosophie. Il y a peut-être une pensée qui est à la fois science et philosophie. Je pense que si on posait les problèmes ainsi, on s'étonnerait moins de Marx, de la position de Marx. Je crois que la position de Marx, c'est de chercher justement, sous le terme entre autres de détermination en dernière instance, c'est de chercher entre autres une telle unité de la science et de la philosophie, si bien que, comme vous savez, quand on lit Marx, on ne sait jamais si c'est de la science ou si c'est de la philosophie. Et puis, chez Freud, il y a certainement ça aussi, bien que ce soit moins thématiquement dit, mais dans les faits, c'est sans doute ça. Et puis alors, chez Lacan, je pense que le problème réapparaît nettement. Je crois que Lacan, il ne faut pas dire « Oh, Lacan n'aime pas les philosophes, mais il parle de philosophie, etc., etc. » Il y a des petits bouts de philosophie, ou bien il y a trop de philosophie, et puis il y a les mathématiques, on ne sait pas où on est. Non, on ne sait pas où on est. Tout le problème est là, c'est que à partir de ce problème, de l'unité de la science et de la philosophie, on ne sait plus où on est. C'est ce que j'appellerai d'une certaine manière plus tard l'utopie. Bon. Alors, pourquoi maintenant l'idée de défense? Pourquoi une défense? Alors, je suppose, mais très provisoirement, c'est un point de départ, à peu près la même définition de la société que chez les contemporains, que chez les philosophes contemporains,
comme société de discipline, de surveillance, voire de contrôle, de gouvernementalité des populations. C'est le point de départ. Mais j'ajouterai, je préfère un autre terme, si vous voulez, que ceux de contrôle, surveillance, bien que ça n'exclut pas le contrôle, la surveillance, etc. Je préfère un autre terme qui est beaucoup plus contemporain, qui n'est pas spécialement utilisé par les philosophes de la politique. Eh bien, je préfère ce terme très concret, très doxique, enfin, de harcèlement. Et je dirais pourquoi le pouvoir philosophique peut se définir comme une forme de harcèlement des sujets dans leur essence générique, comme une forme d'exploitation des sujets. Alors, c'est-à-dire que je conserverai le terme d'exploitation, parce qu'exploitation est plus, enfin pas plus neutre, mais plus ambigu. J'éliminerai aliénation, évidemment, et j'expliquerai les raisons pourquoi j'élimine aliénation. Exploitation, oui, mais l'exploitation spécifiquement philosophique, ça a la forme, et ça, alors je peux essayer de le montrer de manière très précise, on le fera quand on étudiera le mécanisme de la dernière instance. C'est une forme d'abus, c'est-à-dire une forme de harcèlement de l'homme comme titulaire du générique. Alors évidemment, ce type de décision au départ, c'est-à-dire ça c'est pour définir le pouvoir philosophique, c'est une décision dont je me rends bien compte, évidemment, qu'elle est tout à fait à contre-courant, non pas de ce qui se passe chez les philosophes, mais à contre-courant du libéralisme ambiant. Mais puisque le libéralisme ambiant, ça consiste à dire, ne vous plaignez pas, arrêtez de faire une critique, d'utiliser la philosophie comme critique, arrêtez de dire que le mal est partout, consentez, la grande formule du libéralisme, au fond, de la dimension philosophique du libéralisme, dans la mesure où il y en a une, c'est consentez au monde, consentez à la vitesse, au plus, à l'effort, à la concurrence, à la positivité, consentez. Donc, j'essaierai de montrer que le consentement généralisé que propose d'une certaine manière, enfin, que propose certaines philosophies, mais qui, je crois, est visé par toutes les philosophies, ce consentement au monde, j'essaierai de suggérer ou de montrer que c'est une exploitation des sujets. Alors, c'est une décision politico-philosophique, mais qui est loin d'être un simple parti pris, une doxa. Elle est en attente, elle aussi, d'un traitement théorique. Évidemment, je ne vais pas poser cette science générique du pouvoir philosophique comme moyen de défense, mais une simple défense des gens des victimes, des assujettis, des asservis, des aliénés. Bon, je commence comme ça, mais il va falloir nuancer cette définition. Parce que la notion d'exploitation, d'aliénation, même d'aliénation, etc., est ici incluse dans un véritable changement de problématique fondamentale ou d'horizon théorique. Le harcèlement impliquant une mutation dans le concept des victimes et des exploités, dans leur concept ou leur diction, leur manière d'être dite théorique. Je dis bien, le harcèlement ne permettra plus de définir d'une manière globale, une espèce de généralité, de doxa. Tout le monde est victime. Peut-être que tout le monde est victime.